Des dernières informations sur le front, en provenance du front, est-ce que les Russes sont en train de perdre Bakhmout? Et alors, hier, est apparue une nouvelle pièce dans ce dossier, est assez étonnante, une vidéo, une interview de Prigojine, le redoutable chef des mercenaires Wagner qui devait plier le match à Bakhmout. Il l'avait dit, il devait faire ce que l'armée russe n'arrivait pas à faire par ailleurs. Eh bien, il s'est confessé d'une certaine façon pour dire que non, il n'arriverait pas avec ses mercenaires à prendre Bakhmout. Il y a forcément des explications à voir à la fois sur la réalité de terrain et sur les arrière-pensées de Prigojine. Nous sommes toujours avec Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France à Moscou, général de Bavinkov, ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN, commandant des forces française en Afghanistan entre 2011 et 2013. Michel Scott nous a rejoint. Nous sommes ravis de vous accueillir, grand reporter de TF1, que nous rejoignons très souvent quand vous êtes en Ukraine, parce que vous avez effectué plusieurs missions, on les appelle comme ça, les missions à TF1 et LCI. Vous êtes revenu le 22 décembre, la dernière fois, je crois. La dernière, oui. C'était la dernière. Vous allez y retourner, vous êtes allé dans le Donbass, vous êtes allé à Bakhmout. Oui. C'est très intéressant. Oui. Lyman, Kherson, vous connaissez aussi Kherson. Vous allez nous dire d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il en est là, Prigojine. Et puis Oksana Melnichouk, politologue ukrainienne. Oksana, j'ai une petite question technique, entre guillemets, enfin technique, très concrète pour les Ukrainiens. On a appris que depuis 9h30, il y a une alerte générale sur l'Ukraine qui a été lancée. Je crois que ça arrive sur les portables. Oui, il y a des sirènes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a les avions russes qui sont montés au ciel, soit de l'aérodrome à Engels. Engels, la base aérienne russe. Voilà, soit dans l'aérodrome Mikulichi à Biélorussie. Et il y a une certaine MiG, un avion qui nous fait tous peur parce qu'il est porteur de Kinjal. Kinjal, on dit Kinjal. Et c'est un missile qu'on a du mal à percepter. Oui. Donc, et dès qu'ils sont montés au ciel, toute l'Ukraine est en alerte. Ça veut dire que les gens, il faut qu'ils descendent dans les abris parce qu'on ne sait jamais si cet avion va bouger vers la frontière et il va lancer les missiles ou juste il nous faut aussi ça pour nous énerver, pour que nous tenons toujours dans cette angoisse. Parfois, ces avions, vous êtes en train de dire qu'il y a des avions qui décollent de la base aérienne d'Engels en Russie uniquement pour terroriser la population. Même si les avions n'ont aucune mission particulière. Voilà. Et on a dans notre télégramme. C'est possible, ça, général, parce que ça coûte cher. Je suis abonnée à cette chaîne Telegram pour être synchronisée avec ma famille là-bas. Et donc, dès que cet avion part en ciel, ou dès qu'il y a les vrais missiles qui partent du Caspien ou du profond de la Russie, toute l'Ukraine est en alerte pour avoir le temps d'aller dans l'abri. Et on nous signale même attention, Kiev, 40 minutes d'arrivée, attention, Soumy, 20 minutes d'arrivée, ou 3 minutes, ou 5 minutes d'arrivée. Il n'y a pas forcément des tirs, c'est ce que vous nous expliquez, voilà. Mais il y a forcément un état d'alerte qui est lancé. Général. Moi, il me semble qu'on peut analyser ça, et peut-être que je me trompe, c'est que Makivka est un tel tsunami pour l'armée russe qu'il va y avoir des représailles. Et il va y avoir des représailles russes, probablement, peut-être dès aujourd'hui, peut-être demain, mais je n'imagine pas qu'il n'y ait pas une action très forte qui soit lancée. Et pour être sûr de véritablement frapper l'Ukraine en profondeur, de provoquer des dégâts qui soient à hauteur de l'humiliation et du constat que nous faisons tous des défaillances considérables de l'armée russe, ils vont utiliser probablement des armes qui ont peu de chances d'être interceptés parce que ce sont des missiles hyper véloces, qu'on appelle des missiles hyper véloces. Ce dont parlait Oksana à l'instant, par exemple. Probablement. Alors, est-ce que la frappe va avoir lieu aujourd'hui? Est-ce que la frappe va avoir lieu demain? Mais je serais très surpris qu'il n'y ait pas un plan de frappe de façon à venger l'honneur de l'armée russe qui a été mis une fois de plus, en évidence, à bas et en évidence à l'occasion de cette opération très réussie de l'armée ukrainienne. Alors, ça retarde un peu notre exploration des derniers propos de Prigojine, mais on s'interroge tous les jours sur l'état des stocks russes, tous les jours. Et on dit les frappes russes, finalement, sont interceptées le plus souvent par les Ukrainiens.
Et par ailleurs, il y en a de moins en moins, ce qui veut dire qu'ils ont de moins en moins de matériel à disposition. Est-ce que pour faire des frappes très efficaces, ils ont des matériels qu'ils n'utilisent pas tous les jours, qu'ils gardent pour des opérations de représailles particulièrement sanglantes et dangereuses pour les Ukrainiens? Vous savez, depuis le début, je suis très très réservé sur les commentaires qui ont été faits sur l'état des stocks russes. Très très réservé. Et je n'ai jamais souscrit aux annonces qui étaient faites par les uns ou par les autres, qui ne me semblent pas reposer sur des faits. Moi, il me semble que la Russie dispose d'un stock très significatif. Et ils ont certainement une organisation qui est similaire de la nôtre en termes de stock stratégique, de stock que l'on peut utiliser, de stock de réserve, etc. etc. Je ne rentre pas dans tous ces détails qui n'ont que peu d'importance pour nos téléspectateurs. Par contre, ils ont assez peu utilisé les missiles hypervéloces. Ils en ont un nombre que je ne sais pas déterminer, mais ils les ont utilisés déjà. Nous les avons vus à l'œuvre en Ukraine, pour frapper en Ukraine, sur des sites stratégiques, sur des dépôts de munitions, sur des bases d'entraînement, voire sur des centrales d'énergie. Et donc, il me semble que oui, ils disposent encore de cette capacité de frappe avec peu de chances d'interception. Vous êtes d'accord, Michel, il va y avoir des représailles, inévitablement et très vite? Alors, si on se réfère à ce qui s'est passé ces derniers mois, effectivement, chaque fois qu'il y a eu une défaite importante ou un camouflet pour les Russes, il y a eu une réponse dans les 2, 3 jours, 4 jours, dans la semaine qui a suivi. C'était le cas après la destruction du pont de Crimée. Ça a été le cas aussi sous différentes formes après la chute de Kherson. Bon, voilà, donc ça arrive. Sur le Kinjal, effectivement, c'est une arme... Ce missile hypervéloce stratégique. Enfin, c'est quelque chose qu'ils n'emploient pas très, très fréquemment, mais ce n'est pas la première fois qu'effectivement, ils font décoller un MiG avec porteur d'un Kinjal au-dessus de la Biélorussie ou sur le territoire russe, sans forcément pénétrer sur le territoire ukrainien, mais ce qui provoque quand même une alerte générale et une crainte immédiate. Donc, est-ce qu'on en est juste à ce stade-là? Est-ce que ça va être utilisé? Bon, mais je suis d'accord avec le fait qu'on peut s'attendre à quand même des opérations hors normes, entre guillemets, dans les jours qui viennent. Oui, je partage tout à fait ce point de vue. Le général aussi a raison. Le Kinjal, c'est pas une arme ordinaire, c'est une arme qui coûte très très cher. Ça monte à 7-8 000 km/h. Normalement, Ça coûte combien? Oh là, ça doit... En roubles, en euros ou en dollars, je suis vraiment pas... En équivalence de pouvoir d'achat. Ça fait partie des armes, des missiles les plus chers sur le marché. Du côté russe, les plus sophistiqués de l'armement russe, oui. D'accord. Alors donc, ils ne peuvent l'utiliser que dans des cas très symboliques, très forts. Et là, justement, peut-être que les représailles, pour être sûr de bien marquer son coup, pourraient justifier l'utilisation des Kinjal. On ne peut pas les intercepter ou difficilement? C'est difficile à 7-8 000 km/h. Enfin, hyper véloce, comme vous dites. Ça va. Je pense que dans la défense aérienne de l'Ukraine, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais les Ukrainiens interceptent aujourd'hui très remarquablement tout ce qu'ils veulent assez lentement. Les petits drones d'origine iranienne, ça, ils interceptent très bien, avec du matériel très classique, avec des mitrailleuses, avec des kalachnikovs. Tout ça vole assez bas, assez lentement, avec un bruit de tondeuse à gazon, tout ça est intercepté. Ensuite, vous avez toute la couche moyenne portée, dans lesquelles tous les systèmes de défense solaire qui ont été livrés à l'Ukraine permettent d'intercepter beaucoup de choses. Peut-être pas 100% aujourd'hui, mais 85-90% des missiles. Pour les missiles hypervéloces... Patriot peut-être. Et il me semble que la dernière version du Patriot... Qu'ils n'ont pas encore. Que les Ukrainiens n'ont pas encore permettra peut-être de l'intercepter. Peut-être on a déjà reçu. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être. Ça coûte 1 million, me dit Fabien Crombé. 1 million par missile. 1 million de dollars. 1 million de dollars. Oui, Ça me paraît pas très cher. D'après le renseignement britannique. Est-ce qu'il est fiable? Le renseignement britannique, par définition, est toujours extrêmement fiable. Non. Ça me paraît extrêmement peu cher. Oui, moi aussi. Ça me paraît très, très peu cher. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les Russes actuellement sont en pleine économie de guerre. C'est une chose qu'ils savent faire. Là, l'économie de guerre, ils l'ont connue plusieurs fois dans leur histoire. Et donc, je partage votre point de vue, mon général. Ils n'auront pas de problème de munitions, ils n'auront pas de problème de missiles à technologie moyenne. Et il y a encore des décisions qui ont été prises, des annonces qui ont été faites. Les usines tournent 24 heures sur 24. Et curieusement, d'ailleurs, les résultats économiques de la Russie, dont on attendait un effondrement, ils sont justement moins mauvais qu'on aurait pu le penser grâce à l'économie de guerre. Bien, on avance et on va revenir à
à Prigojine, figure bien connue maintenant, de nos téléspectateurs, homme d'affaires proche de Vladimir Poutine. Je ne vous refais pas son portrait ni le tableau, mais voilà ce qu'il a dit hier et qui a retenu notre attention. Il était sur le terrain, lui, si je puis dire, et il parle de Bakhmout. Tout le monde nous pose la même question. Quand allez-vous prendre Bakhmout? Bakhmout est une forteresse. Chaque maison y est une forteresse. Donc les gars doivent se battre pour prendre chaque maison. Parfois, ils doivent se battre pendant plus de 24 heures. Et parfois même pendant plusieurs semaines pour prendre une seule habitation. Prendre une maison, une deuxième, une troisième. Comment percer les défenses? Voilà ce qu'on nous demande, ce qu'on vous demande. Aujourd'hui, prendre une maison, c'est ça, percer leurs défenses. Mais derrière, il y a d'autres lignes de défense, n'est-ce pas? Pas une, plusieurs. Combien de lignes de défense à Bakhmout? Si on dit 500, on sera probablement pas loin de la vérité. Il y a une ligne tous les 10 mètres. On manque de véhicules, de blindés BMP-3, de munitions de 100 mm pour pouvoir avancer plus vite et avec davantage de confiance en Bakhmout. On manque de munitions et de véhicules blindés. Voilà, donc il y a Prigojine et le plaidoyer, et ensuite on a deux de ces hommes qui incriminent un manque de moyens. D'abord, sur la validité de son explication. Vous qui êtes allé à Bakhmout, le général de... Est-ce qu'il a raison de dire ça ou pas, quand vous l'écoutez? Alors, une fois, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit. Et parfois, la vérité sort de la bouche de Prigojine. Même des pires... que vous n'entendez pas forcément dans les communiqués de l'état-major. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec qu'on a pressenti, en fait, ces dernières semaines en y allant. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques semaines, on disait que Bakhmout, et nous-mêmes on l'entendait, pouvait tomber d'un jour à l'autre. Il y avait une telle pression sur la ville que les Ukrainiens même, d'ailleurs, n'étaient pas sûrs de pouvoir la garder. Bon, quand on y va, au mois de décembre, le premier constat est corroboré d'ailleurs par ce que nous disent les militaires qui sont sur la première ligne et qu'on rencontre. Nous, on n'est pas forcément sur la première ligne, mais on les voit, on discute. Tout ça se situe à quelques kilomètres de distance. Dès qu'ils reviennent en arrière, on les croise, on demande des infos, etc. Ils nous disent que les combats, et nous on le voit d'ailleurs, visuellement on le voit, ont lieu sur les extérieurs de la ville. Ils sont très intenses, mais sur les extérieurs, pas dans la ville, pas dans la zone urbaine. Nous, on peut rentrer dans la zone urbaine. Donc ça m'a frappé quand même sur le coup. Il y a des bombardements intenses sur la ville, ça très intense, beaucoup plus intense qu'au mois de juin par exemple, où on est allé fréquemment à Bakhmout. Mais depuis septembre, de plus en plus intense. Mais en revanche, les combats, si vous voulez, de première ligne se situent sur nord-est, est et sud-est de la ville, mais pas à l'intérieur. Impression quand même corroborée par la visite aussi de Zelensky quelques jours plus tard. Je veux dire, si la ville était vraiment sur le point de tomber, bon, je suis pas sûr qu'il y soit allé. Et puis, voilà, l'autre impression que ça me donne, c'est que il valide là ce que nous disaient ces militaires ukrainiens, à savoir que les gains territoriaux, là, avait été extrêmement mince depuis septembre. Alors il avait dit, vous rappelez-vous, 300 mètres. Prigojine, il disait on avance 100 mètres par 200 mètres par jour. Alors ça vaut ce que ça vaut. Mais là, il dit c'est une forteresse et on n'y arrive pas. Il y a 500 lignes de défense. Ils ont progressé de 300 mètres. Alors en revanche, 500 lignes de défense, ça n'a pas de sens. J'ai l'impression qu'ils découvrent un terrain, un champ de bataille. Là, ça n'a pas de sens. Qui par ailleurs n'a pas d'expérience militaire. Oui, ça n'a pas de sens. Non, c'est pas une question. Ils défendent pas maison par maison. Les lignes, encore une fois, de défense, elles sont sur l'extérieur. Elles ont très peu évolué. Donc ils sont face à face. Derrière, évidemment, il y a des réserves ukrainiennes. Ils n'arrivent pas à avancer parce qu'en face, il y a de la résilience, tout simplement. Mais c'est pas maison par maison. Il n'y a pas de ligne. Ils ont les choses de façon un peu rustique. Il dit n'importe quoi. Quand il décrit la difficulté des combats et qu'il justifie le fait qu'il n'y arrive pas en disant j'y arrive pas, c'est une forteresse, c'est maison par maison, c'est chaque maison et parfois mes hommes se battent pendant des semaines pour prendre une maison. Ça veut dire qu'il n'a jamais vu la vraie forteresse. Si une simple petite ville ukrainienne pour lui c'est une forteresse, mais vous savez, il faut que notre spectateur comprenne bien. Bakhmout, c'est toujours sous le contrôle de l'Ukraine.
C'est une ville avec le drapeau ukrainien. Il n'était jamais prise par les Russes. Mais ça, on avait bien compris qu'il voulait prendre Bakhmout. Il voulait prendre Bakhmout parce qu'il est sur le contrôle de la route qui assure la munition des Russes. Et ce qui est important, l'armée ukrainienne, elle a fait une rotation maintenant. Donc, on a les soldats tout fraîches qui sont bien reposés, qui sont maintenant là-bas. On a montré ça beaucoup sur les chaînes de Telegram ukrainiens en disant que ça y est, les nouveaux arrivés, et ils vont reprendre. Et avec cette rotation, on a senti que maintenant, quand même, c'est l'Ukraine qui a une initiative sur Bakhmout. En tout cas, il y a beaucoup de rotation d'unités. Ça, c'est vrai. Beaucoup d'unités de l'armée ukrainienne tournent là-bas. Ouais. Un chef militaire qui dit on n'y arrive pas et qui donne pas de solution alternative, c'est pas un chef militaire. Sur votre conclusion, je partage votre conclusion, Elisabeth. Alors c'est factuel, vous me direz. Ce n'est pas un chef militaire. Et ça, alors là, pour le coup, ce n'est pas un chef militaire. En revanche, il nous donne des indications précieuses. Et je rejoins ce que disait Michel Scott à l'instant. Il nous donne des indications précieuses parce qu'il ne nous dit pas. Et la première chose qui ressort, c'est qu'au fond, dans le Donbass, cette ligne fortifiée est consolidée depuis 2014 par les Ukrainiens. Ils maîtrisent cette ligne fortifiée de façon extraordinairement puissante. Elle existe. Appelons ça une ligne Maginot ou une ligne Siegfried. Ça n'a pas beaucoup d'importance. La vérité, c'est que cette ligne, elle est remarquablement fortifiée. Je pense que vous pourriez nous en parler parce que vous en avez vu certainement certaines portions ou certains aspects. C'est très remarquable. La deuxième conclusion qu'on peut tirer de cette interview, qui est assez surréaliste, c'est que l'armée russe n'aide pas le groupe Wagner. Elle laisse le groupe Wagner s'user volontairement. Ça, c'est la dernière partie du son. On va l'écouter quand même. Juste les deux soldats, mercenaires, soldats, je sais pas, qui disent à la fin, il a demandé aux soldats de porter ce discours-là, en tout cas. Quel est-il? On manque de véhicules, de blindés BMP3, de munitions de 100 mm pour pouvoir avancer plus vite et avec davantage de confiance en Bakhmout. On manque de munitions et de véhicules blindés. Voilà. Mais derrière tout ça, on peut tout imaginer. Mais en tous les cas, il y a une option qui est assez intéressante, c'est que Wagner prend trop d'importance dans l'imaginaire collectif russe. Et une des façons de réduire Wagner, c'est de faire en sorte que les combats que mène Wagner sur Bakhmout, puisque de lui-même Prigojine a annoncé qu'il prendrait Bakhmout et qu'il ferait la leçon à l'armée russe, qui n'a pas besoin de leçons, me semble-t-il, supplémentaires, y compris de ses propres rangs. Une des façons de procéder de la part de l'armée russe, c'est de faire en sorte que Wagner perde de son influence, voire perde la face. Et il me semble qu'il y a derrière tout ça un calcul gagnant. Si d'aventure Prigojine s'emparait de Bakhmout, toute la propagande du Kremlin récupérerait cette opération, on exploiterait sur le terrain. Mais si d'aventure Wagner ne prend pas Bakhmout, le fait d'avoir usé profondément les combattants de Wagner jusqu'à un niveau qui permette aux Russes de mieux les contrôler, me semble une opération qui est tout à fait possible et qui peut être une opération délibérée. Et les commentaires des soldats russes... de Poutine. Les commentaires, le cynisme en tous les cas de cette opération, le commentaire des deux soldats de Wagner, enfin des deux combattants de Wagner, est de ce point de vue-là très éclairant. Alors, question subsidiaire, pourquoi cet aveu quand même de faiblesse? Il aurait pu ne pas le dire face caméra. Rappelez-vous Prigojine, quand Zelensky justement est allé à Bakhmout, il avait lancé ce défi. Alors là, il était fier à bras, si je puis dire. J'ai été au quartier général et on m'a dit que Volodymyr Zelensky était arrivé. S'il me regarde, je suis prêt à le rencontrer à n'importe quel moment. Et on pourrait discuter de ce qui appartient à chacun et pourquoi. On a envoyé un message en morse disant ceci: « Cher Volodymyr Zelensky, nous sommes situés à proximité, prêts à discuter, évoquer toutes les questions, pas de problème. » Alors, vous voyez, là, comme je disais, il fait le fier. Là. Il lance des défis face caméra, mais qu'ils y viennent, je serai là pour répondre. Bon, et puis là, face caméra, il dit non, on n'y arrive pas. Il présente ses excuses, en fait. Hein. Mais simplement, il présente ses excuses en incriminant les autres. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse du général Bavinchov. Mais il y a un élément supplémentaire qui est intéressant, qui est aussi une hypothèse, c'est que pour la première fois, il y a peut-être un coin entre Sourovikine et Prigojine. Parce que quel est le maître du front?
c'est Sourovikine qui envoie des blindés, Et jusque-là, il en a envoyé certains. Et là, apparemment, même si le nom n'est pas prononcé, visiblement, Prigojine n'est pas très content du chef du général commandant le front. Donc il y a peut-être cet élément supplémentaire dans l'affaiblissement de Prigojine. Il était très critique à l'écart, peut-être pas de Sourovikine, mais de l'armée. De l'armée russe. Il n'arrêtait pas de taper sur l'armée russe. Il épargne son copain Sourovikine. Mais globalement, celui qui décide de l'affectation des moyens, c'est quand même le général commandant le front. Quand même. Donc là, de ce point de vue-là, effectivement, il y a une indication que ça tangue. On en parle souvent. Hein. Mais surtout, il y a la montée en puissance. Excusez-moi. Allez-y. Il y a la montée en puissance, semble-t-il, d'un autre groupe un peu similaire de celui de Wagner, Patriote, dont on ne connaît pas véritablement les contours et dont on ne connaît pas véritablement les effectifs, qui, semble-t-il, relèvent davantage de l'autorité du ministre de la Défense, si tant est qu'un ministre de la Défense puisse être à la fois le chef d'une milice et le chef de l'ensemble des armées russes. Et ce groupe Patriote pourrait, j'imagine, dans les scénarios qui ont été élaborés par l'état-major russe, pourrait suppléer, remplacer dans l'imaginaire collectif la grande défense patriotique de la Russie. Il y a 4 groupes qu'on a identifiés comme étant sur le terrain, en marge de l'armée. Il y a donc Wagner, il y a Rouzich, il y a les Tchétchènes et il y a ce groupe de patriotes qui serait proche du ministre de la Défense. Dit-on. Et dont les Ukrainiens disent qu'ils les ont repérés dans la région de Donetsk. C'est un média ukrainien que vous devez connaître qui le dit, c'est Ukrainska Pravda. Et qui dit, on a vu ce groupe paramilitaire opérer près de Vuhledar. Pour nous, ce sont les signes que la trône sous Poutine bouge. Il y a tout ce groupe-là. Maintenant, ce sont les batailles pour le pouvoir intérieur. Ce sont les démarches plutôt destinées à une politique intérieure russe. Et parmi ces 4 groupes, il y a aussi le reste des militaires qui ont quand même le reste de dignité quelque part, qui sont contre la guerre et qui cherchent maintenant les moyens. Je vais quelques instants là-dessus, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est l'effet que ça produit sur l'ensemble du front. Parce que regardez ce que dit par exemple le chercheur Johan Michel, qui était cité ce matin dans le journal Libération, à propos de cette drôle d'organisation de l'armée russe. Au niveau organisationnel, le commandement est trop divisé pour être... efficace, les armées russes séparatistes et toute la galaxie d'unités de mercenaires possèdent leur propre fonctionnement et leur propre logique, y compris politique. Et il y avait une conclusion selon laquelle cet ensemble, évidemment, de lutte d'influence et d'ego, ne permettait pas aux forces russes de fonctionner comme un ensemble cohérent. Alors ça a une vertu, c'est que comme vous avez plusieurs groupes, vous avez toujours le moyen de trouver un fautif. Et ils se rejettent alternativement la faute les uns sur les autres, on l'a vu. Là, on n'entend plus beaucoup Kadyrov depuis quelques temps, mais il était très en avant. Là, c'est Wagner. Je vous rappelle que la catastrophe, entre guillemets, pour les Russes, de la frappe ukrainienne sur Makiivka, qui vient d'avoir lieu, on en rejette la faute sur les responsables séparatistes de la République de Donetsk, Pouchiline. Et les morts eux-mêmes, on dit que ce sont les mobilisés qui n'ont pas... Donc voilà, ça a au moins cet avantage-là, mais ça ne rend pas plus efficace, effectivement, des offensives. Mais c'est très compliqué d'avoir un front avec une organisation très fluide quand il y a comme ça plusieurs unités, plusieurs commandements. Ça fait penser quand même de la veille de la 1917, n'est-ce pas ? Les bolcheviks, mencheviks, tous ces groupements, c'est vraiment... Les Ukrainiens considèrent ça comme le début de la guerre civile, en fait. Ça, c'est en Russie. En Russie. En tous les cas, pour l'armée russe, qui est une armée classique, qui est une armée organisée, qui est une armée extraordinairement pyramidale et très structurée, bien évidemment qu'elle est empêchée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le commentaire de ce chercheur est tout à fait juste. C'est dans la réalité des opérations sur le terrain, ces actions qui sont mal, peu coordonnées et qui obéissent à des logiques politiques qui ne rentrent pas dans le plan de campagne de l'armée russe,
mais également toutes ces milices séparatistes du Donbass qui jouent un rôle très important sur le terrain, au contact, au front. Dans cette zone-là. Dans cette zone-là, uniquement dans cette zone-là, mais c'est une zone très importante du front. Évidemment que l'armée russe est empêchée et que le commandant de théâtre, quel qu'il soit, vous avez vu que 2 commandants de théâtre ont déjà été relevés, le 3e le sera peut-être, ça montre à quel point... Vous parlez bien de Sourovikine. Hein, de Sourovikine. Commandant de théâtre. Oui, c'est le commandant du théâtre d'opération. C'est le commandant du théâtre d'opération. Ça montre bien à quel point ils rencontrent d'immenses difficultés et forcément, les objectifs ne sont absolument pas atteints. En tout cas, c'est un événement, cet aveu de Prigojine, cet aveu de faiblesse, puis cette réalité que Bakhmout, il n'y arrivera pas. C'est quand même une accumulation de revers pour l'armée russe. Entre Makivka, le 31 décembre, d'autres dépôts de concentration d'hommes qui ont été frappés, Prigojine qui jette l'éponge publiquement, qui dit on n'y arrive pas et l'armée n'est pas bonne, elle ne fournit pas. Ça fait beaucoup quand même. Je sais qu'il faut se garder, vous nous gardez toujours de l'idée, peut-être on a envie d'y croire que l'armée va s'effondrer. Mais là, c'est un coup dur quand même, des coups durs successifs. Ce sont des catégories de coups durs, si je puis dire, un peu différents. C'est-à-dire, à Makivka, c'est une grossière erreur et une habileté, enfin un coup réussi de la part des forces ukrainiennes. C'est ponctuel, ça n'implique pas, disons, de conséquences stratégiques majeures. C'est une énorme claque. Un révélateur. Voilà, un révélateur. De tous les défauts de l'armée russe. À Bakhmout, c'est un échec de Prigojine et de Wagner. Et échec qui est probablement souhaité par une partie, comme l'a dit le général, une partie de l'armée russe. Il ne faut pas oublier que Bakhmout a peut-être eu, je n'en sais rien, mais l'utilité pour les Russes de fixer une partie importante de l'armée ukrainienne pour permettre de renforcer les défenses, etc., etc. Donc on ne peut pas tirer de cette série d'événements ponctuels qui sont de catégories un peu différentes des conclusions générales sur, disons, ce que prépare et ce que fait l'armée russe. Le commandement ukrainien a d'ailleurs dit qu'il y avait une offensive russe qui se préparait. Juste avant de faire une pause, parce qu'on doit le faire, vous êtes un petit peu... Enfin, vous vous différenciez un peu de ce que dit... Je partage ce que dit l'ambassadeur. Mais je dirais, il me semble qu'on aperçoit là quelque chose qui est une rupture de tempo. Puisque pendant cette période-ci, il n'y avait pas d'offensive possible de la part de l'armée ukrainienne, puisque la boue interdisait les mouvements. Et le fait que Wagner, à ce moment-là, concentre les efforts pour absolument aller à l'offensive et s'emparer de ce petit village de 1500 ou 2000 habitants de Bakhmout, en fait, l'armée ukrainienne, qui de toute façon ne pouvait pas mener d'offensive, disposait des moyens suffisants qu'elle pouvait consacrer à la défense de Bakhmout. Et elle s'est organisée pour défendre Bakhmout dans la durée, par une relève des unités. Et donc vous avez... Pour conclure. Vous avez au fond, là, l'explication de tout à l'heure de cette différence de tempo entre les objectifs politiques des uns et des autres et la difficulté pour le commandant du théâtre d'opération de synchroniser son plan de bataille. Est-ce que c'est un tournant, oui ou non? Oui, c'est un tournant. Michel? Oui, alors ça va... Il ne dit pas que la bataille est terminée. Souvent, c'est un tournant, il ne dit pas que la bataille est terminée. Il explique pourquoi ça prend énormément de temps, mais il se projette peut-être sur les mois à venir. Je ne sais il n'annonce pas la retraite de Bakhmout. Non, il n'a pas dit on arrête la bataille. Pas encore. Mais simplement, voilà, il y a la confirmation quand même que les Ukrainiens tiennent quand ils sont sur la défensive. Ça, c'est Bakhmout. Ils n'avancent pas eux-mêmes. Pour l'instant, on attend les grands froids, donc les choses vont peut-être changer dans les tout prochains jours sur les zones où ils sont à l'offensive, eux, c'est-à-dire un peu plus au nord, toute la ligne Svatovier, Kremina, mais ils ont bon espoir. Et puis, il y a le reste du front avec aussi des enjeux particuliers. On va en parler. Dans un instant, les déclarations éclairantes d'un haut gradé français sur l'état de l'armée russe. À tout de suite.